Hello, bonjour à toutes et à tous et très bonne année 2026 à tous ceux qui sont déjà présents sur le chat. Merci beaucoup. On va commencer cette nouvelle année ensemble. Je suis très heureux de commencer cette troisième année sur Twitch, je crois. On avait un petit peu fait de stream en 2023, mais on a surtout commencé en 2024. Donc là, ça va être la troisième année sur Twitch. Les gens qui regardent par la rediffusion de YouTube, je ne vous oublie pas, mais c'est juste qu'on a déjà fait une vidéo, évidemment, sur YouTube en tout début d'année la semaine dernière pour un petit peu expliquer les formules de promotion en 2026. N'hésitez pas d'ailleurs à aller la voir. 4 si on compte 2023, oui mais 2023 c'était particulier, c'était pas une année complète, une saison à temps partiel on va dire. Mais donc voilà, n'hésitez pas voilà, à aller regarder cette vidéo YouTube qui dure quand même, c'est ma vidéo la plus longue. Vous savez que j'aime bien développer sur YouTube les courts formats un petit peu. Bah là c'est mon court format le plus long, donc il fait 26 minutes. Mais voilà, ça explique toutes les formules de promotion de la F2 à la F4 française en passant par la F1 Academy, la GB3, l'Eurocup 3, la FREC, la F3, tous les changements, tous les favoris, tous les Français qui sont attendus. Bref, voilà, c'est une vidéo qui récapitule un petit peu tout que je me suis bien amusé à faire. Mais pourquoi nous sommes réunis aujourd'hui? C'est parce que la saison a déjà démarré, tout simplement. La saison 2026 a déjà démarré en Nouvelle-Zélande le week-end dernier, avec notamment les débuts en monoplace du double champion du monde des rallyes, Kalle Rovanperä. Il y avait aussi Ugo Ogochukwu, Freddy Slater, pas mal de pilotes stars engagés, de pilotes stars qu'on retrouvera en F3, mais aussi c'est le début de la saison pour certains de nos pilotes français. Ça a déjà commencé même aujourd'hui, il y a eu des essais de pré-saison en Formule régionale Moyen-Orient et en F4 Emirati qui s'appelle désormais l'UAE4. Et il y a un Français qui a notamment brillé dès cette première journée. Donc voilà, ça va être un week-end à suivre de très près. Le début de saison en Formule régionale Moyen-Orient en UAE4 pour Jules Roussel, Andrea Dupé et Andy Consani. Écoutez, vous connaissez la DA de la chaîne, un petit PowerPoint s'il arrive à s'afficher, il n'arrive pas à s'afficher. J'ai eu un petit retard sur le stream parce que Streamlabs ne voulait juste pas s'ouvrir, a décidé de bouder pour la nouvelle année. Donc voilà, on va évidemment un petit peu revenir. Alors actualité de la semaine, je devrais même plutôt dire actualité du mois, puisque voilà, c'est le premier live depuis presque un mois sur la chaîne. Donc évidemment, on va un petit peu. Hop là. On va un petit peu rattraper tout ça, toutes les actualités, tout ce qui s'est passé globalement en formule de promotion depuis mon dernier live. Le dernier live c'était le 17 décembre je crois, c'était juste avant le gala FFSA, dont on va dire un mot juste évidemment pour Flex parce que j'adore Flex d'être invité à ce genre de cérémonie. Voilà, c'était la cérémonie qui clôturait un petit peu la saison avec organisée par la Fédération française du sport automobile, avec notamment pas mal de pilotes de la monoplace française qui ont été primés, notamment nos deux vainqueurs dans les rues de Macao, Théophile Naël et Jules Roussel qui ont reçu un volant d'or qui est la grande récompense de la FFSA. Il y a eu plusieurs autres informations du style que la bourse du champion de F4 France est passée de 100 000 à 250 000 euros, donc bah, c'est très important. Maintenant qu'une saison de Formule régionale ne coûte plus 500 000 euros mais coûte 1 million d'euros, et bah, cette réévaluation de la bourse de F4 France arrive à point nommé. Et donc Alex Munoz a pu bénéficier d'un chèque géant de 250 000 euros donné par le capitaine de l'équipe de France FFSA, Jean Alési. Puis après, voilà, on avait d'autres pilotes qui ont aussi, d'autres jeunes pilotes du karting qui ont aussi dévoilé leurs plans pour l'avenir, du Matteo Rivals qui passera en casette, du Charles Ural qui passera dans le giron de la Fédération française. Bref, il y avait des petites infos sympas, des petits contacts pris, des petits contacts pris pour des futures interviews, des futurs articles, bref, une soirée très productive de mon côté, on va dire. Malheureusement, on va en parler dès maintenant, on va essayer d'évacuer ce sujet bien malheureux. Red Bull a fait un petit peu le ménage dans son académie, mais d'ailleurs j'ai pas eu le temps de le rajouter et a recruté d'autres pilotes. Mais Red Bull a fait le ménage notamment avec Tim Tramnitz, quatrième de F3 quand même, rendez-vous compte, qui ne fait plus partie des plans de Red Bull et qui n'a pas été renouvelé par le Red Bull Junior Team. Pareil pour Oli Goethe, bon lui c'est un peu moins surprenant, après une saison de F2 moyenne. Et malheureusement, on a Christopher Elfegali, pilote libanais en F4 espagnol qui n'est pas renouvelé, et notre français Jules Caranta qui n'est pas renouvelé non plus. On s'y attendait, on en avait peur en tout cas. On s'y attendait au vu du destin
au vu du passé, enfin des précédentes décisions de Red Bull concernant des pilotes avec des performances un peu similaires. Je repense à Enzo Deligny, oui Niklas Schaufler, mais ça avait été annoncé un petit peu avant Niklas Schaufler. Mais oui, Niklas Schaufler n'est pas renouvelé non plus. Euh, bon voilà, pour Tramnitz et Caranta, c'est je pense les deux cas les plus choquants, surtout pour Tramnitz, j'ai envie de dire, parce que le gars fait quand même quatrième de F3, il fait une super saison, enfin, il fait vraiment une super saison dans une MP Motorsport qui ne joue pas le titre. Il domine largement quand même Alessandro Giusti, qui avait moins d'expérience, qui était beaucoup plus jeune, qui avait beaucoup de choses à apprendre, qui était rookie, mais il le domine largement. Tu te dis le minimum c'est quand même qu'il aille en F2, et bien non, même pas. Il n'y aura pas de place pour lui en F2, donc je sais pas de quoi son avenir sera fait, mais c'est vraiment dur. Pour Jules Caranta, avenir toujours incertain. Avenir toujours incertain, et pourtant sa saison d'Eurocup 3, tout n'est pas à jeter à la poubelle, hein. Il fait quand même 6ème d'Eurocup 3, 3ème meilleur rookie, une très bonne fin de saison où il bat son coéquipier Ernesto Rivera qui lui est propulsé en F3 chez Campos dans l'équipe tenante du titre équipe. Euh, donc voilà, mais voilà, on s'y attendait un petit peu. Ernesto Rivera, c'est un pilote qui amène du budget. Jules Caranta, il n'en amène pas. Donc c'est toujours plus dur. Pour les pilotes qui n'amènent pas de budget, il faut être toujours irréprochable et toujours avoir des. Toujours répondre aux attentes, voire même dépasser les attentes pour espérer continuer. Et bah malheureusement, voilà, Jules a peut-être été un petit peu en deçà des attentes. Il n'y a pas eu de victoire cette année, même s'il en aurait sûrement mérité. Il n'est pas passé loin à plusieurs reprises. Voilà, je pense aussi qu'il paye aussi le fait que Red Bull a trouvé d'autres jouets. En fait, avec Mattia Colnaghi qu'ils ont recruté en cours d'année. Colnaghi est de la même génération que Caranta, de la même génération que Rivera. Et aussi pour Tramnitz, il paye aussi le fait que Nicolas Tsolov est vice-champion de F3, a peut-être été plus étincelant, mais aussi il avait une campos pour pouvoir justement plus briller et impressionner, et qu'il est 2 ans plus jeune que Nils Tramnitz. Donc c'est pas négligeable non plus pour l'avenir. On sait que Red Bull c'est une académie qui pousse énormément au jeunisme, on va dire, et à prendre les pilotes les plus jeunes possibles. Et malheureusement, dans le cas de Tramnitz, il n'entrait plus vraiment dans ces plans-là. Un petit mot aussi sur Mattia Colnaghi, qui lui a été recruté en cours d'année, qui va passer sous licence argentine pour la saison 2026 en F3. C'est un coup marketing énorme, puisque voilà, enfin vous doutez bien que pour Red Bull, le marché d'Amérique latine peut être très 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 intéressant. Euh, voilà, c'est un pilote argentin par sa mère, et il y passait surtout ses vacances. Maintenant, je serais italien, je serais au bout de ma vie. Je serais dégoûté, puisque Mattia Colnaghi, je le classe très très haut parmi les talents de sa génération. On va voir ce que ça va donner cette année en F3, mais je le classe très très haut parmi les talents de sa génération. Donc pour l'Italie, perdre un talent comme ça, yikes. C'est dur. C'est vraiment dur, quoi. Et donc, oui, Red Bull a aussi recruté un pilote de 14 ans, champion de Formula Nordique. C'est bon. Je pense que Tramnitz quitte parce qu'il n'est plus en F3 ou en F2. C'est plutôt l'inverse. Enfin, il n'est pas en F3, F2, enfin, il n'est pas en F2 parce que Red Bull ne l'a plus soutenu. C'est ça. Que j'ai peur des crashs entre Sandro et Colnaghi sur Twitter. Moi, il y a vraiment un truc qui m'embête. J'aime bien, tous les deux lives, au moins, on parle de la fanbase argentine. Euh, I mean, Colnaghi is still Italian until the request is not accepted. The request will be accepted. Enfin, voilà, il faut juste qu'il ait une licence argentine. Il a déclaré qu'il aurait une licence argentine, il l'aura. Euh, mais Colnaghi a la double nationalité. Il est italo-argentin. Pour le moment, il est italo-argentin, mais il sera argentino-italien, on va dire. Euh, et sinon, pour parler de la fanbase argentine, ça m'embête que il y a certains fans qui sont évidemment très très passionnés, on va dire. Euh, mais Colnaghi et même Colapinto, c'est parmi les pilotes enfin, humainement, que j'apprécie beaucoup, enfin, qui sont très 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 sympas. Et malheureusement, bon bah voilà, c'est vrai que voilà, la fanbase, malheureusement.
rend parfois ces pilotes un petit peu détestables, et c'est bien dommage. Ah, salut, salut, LCZ Studio. Oh, message d'une personne utilisant le chat pour la première fois. Quelque chose me dit que ce graphiste de la F4 France n'est pas là pour la première fois, mais salut à toi. Salut à toi. Euh, oui, a priori, de ce que nous dit Project Cars, c'est vrai, il semblerait que Dunn se soit très très bien rapproché d'Alpine, comme le disaient les rumeurs. Je crois que c'est la BBC qui en avait parlé en tout premier, je pense. Mais normalement, il devrait se diriger vers un poste de réserviste. Maintenant, quid de Paul Aron dans ce temps-là? Quid de Gabriel Emini aussi, hein. On rappelle qu'il fait partie de l'Académie Alpine. L'Académie Alpine, on lui passe un bisou. Je vais bien, bah ouais, je vais bien. C'est le premier live de cette année. Premier live de cette année. Et d'ailleurs, bon, je referai l'annonce. Je referai l'annonce un petit peu plus tard, un petit peu plus tard sur les réseaux sociaux et un petit peu plus tard dans le live. Ça sera pas le seul live de la semaine, parce que en plus, je vais m'occuper d'un de tes pilotes, LCZ. Je vais m'occuper. Attends, oui, tu le fais? Oui, je crois que tu le fais. Jeudi soir, 18h30, notez ça, jeudi soir, jeudi 15 janvier au soir, annonce live exceptionnel avec un invité. Ça faisait longtemps? Ça faisait longtemps sur la chaîne qu'on n'avait pas eu d'invité. Depuis Théo Pourchère, je crois qu'on n'en avait pas eu. Et donc, le premier invité de cette année sera Alexandre Munoz, le champion de France F4, qui nous rejoindra jeudi à 18h30. Notez ça dans vos agendas. Et il est probable aussi qu'on fasse un autre live samedi pour la Formule Régionale Moyen-Orient et la F4 UAE pour pour les premières courses. Je serai pas là dimanche, mais pour le samedi, je devrais être là pour les premières courses normalement. Pramnitz aurait eu des discussions avec Audi pour un rôle de simulateur. Ok. Il pourrait faire de la Porsche Super Cup. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas, ça peut être sympa pour Tramnitz. Euh, Ok. Allez, on passe par Red Bull, des premières officialisations F4 France qui arrivent un petit peu au compte-gouttes pour le moment. On attend encore la liste officielle complète de la part de la FFSA, même si on se doute d'une grosse vingtaine, voire même d'une petite trentaine de pilotes. On se doute de pas mal de pilotes. Mais voilà, on a quelques informations comme le fait que Honda continue d'envoyer son lauréat de la Honda Racing School, qui est cette année Tsushi Hashi. Va falloir s'entraîner. Va falloir s'entraîner pour le dire. Petite pensée aux commentateurs de la F4 France. Japonais de 18 ans, pas beaucoup de références en dehors du karting, enfin, pas beaucoup de références en karting à l'international. Il avait quand même fait les FIA Motorsport Games et avait joué le podium avant d'abandonner en finale. Quelques pilotes américains, Jackie Leaf, Maverick McKenna qui avait déjà roulé sur la toute fin d'année, Maverick McKenna qui sera sous licence américaine, malheureusement. Parce qu'il est franco-américain et il avait envie d'avoir une licence française pour des questions administratives, ça n'a pas pu se faire, mais il espère prendre la licence française en 2027. Yuval Rosen, le pilote israélien qui a gagné Feed Racing. Wojtek Woda, euh, très mauvais en monoplace pour le moment sur ses quelques apparitions en F4 saoudienne, mais qui a quand même fait une très belle saison en karting, donc pourquoi pas. Maintenant, voilà, on attend plus de pilotes français, parce que pour le moment, il n'y a aucun français annoncé officiellement, mais il devrait y avoir voilà, du Guillaume Bouzard, du Mathéo d'Auvergne, du Jules Avril. Euh, Bouzard, le Luxembourg présent. L'an dernier, il avait une licence française. Je ne sais pas d'ailleurs s'il la gardera cette année, la licence française. Salut à toi, Julien. 17e mois de sub. Tiens, pourquoi il y a pas la notif? Pourquoi il n'y a pas la notif? Bon, ça s'est pas activé la notif, je ne sais pas pourquoi, mais merci à toi. Hugo, ouais, Hugo Héroin. Bah, LCZ. Si tu peux le dire, Louis Iglesias, t'as des infos sur Louis Iglesias? Pas de notif. Comment ça, pas de notif? Ah oui, oui, pas de notif, oui. Bah, je ne sais pas. Euh, En tout cas, je suis content que vous soyez présent pour ce premier live après presque un mois d'absence, même si j'ai été présent sur YouTube et sur Twitter et sur Twitch et sur Blue Sky, mais voilà, je peux pas être partout à la fois. Euh, il refait de la F4 en effet, mais pas en France. Mais il a testé nulle part. Mais enfin, ça correspond à, c'est c'est ce qui se murmurait à l'époque en septembre au Mans. Mais enfin, je l'ai toujours pas vu tester ailleurs.
Mais je me rappelle que c'est ce qui se disait à l'époque, mais vu que je le voyais pas tester, bon. Ça a parlé de quoi jusqu'ici? Ça a parlé de quoi? Ça a parlé de, globalement, voilà, le gala FFSA, les petites infos qu'il y avait là-bas, Red Bull, l'Académie Red Bull qui fait le ménage. Et voilà, j'ai la liste sous les yeux. Mais qu'est-ce qu'ils attendent? Mais qu'est-ce qu'ils attendent la FFSA pour la sortir officiellement? Merci pour Blue Sky, d'ailleurs, tu es un des seuls à être régulier dessus. Je sais que vous n'êtes pas beaucoup sur... Enfin, vous n'êtes pas beaucoup sur Blue Sky quand même, en vrai ça monte un petit peu. Et puis bah, je continue tant qu'il y a toujours un petit peu de monde. Et voilà, après c'est vraiment des copier-coller de mes tweets, hein. Généralement avec très très peu de décalage, mais c'est des copier-coller de mes tweets. Euh, donc voilà, on espère évidemment, en plus des pilotes français, on espère un certain pilote wallon, Thibaut Raymakers, le champion du monde de karting Oka, qui a fait plusieurs tests avec ART, tout comme plusieurs autres pilotes de F4 France. Donc logiquement, il est attendu. Euh, le train de la hype approche. Mais attendez, j'ai pas. Je crois qu'il y a un problème de notif hein, sur Streamlabs, hein. Ils attendent le bulletin d'inscription de Raymakers de ce que je sais. Thibaut, faut faire quelque chose. Hein, après, je sais pas si c'est peut-être plus un problème avec le RACB, donc le Royal Automobile Club of Belgium, qui peut un petit peu prendre du temps, je sais pas, qui essaye de négocier, de récupérer le titre de Yanni Steven Edens en 2024, je sais pas. Ouais, le train de la hype, j'ai bah, train de la hype, ok. Train de la hype, j'ai pas compris. Zanfari change de nom? Comment ça? Comment ça? Le nom maternel? Ou alors, je pas sûr de comprendre là. Mais oui, Sofia Zanfari, normalement, elle fait partie des pilotes redoublantes. Elle prend son nom marocain. Oh, ok, soit. Es Zanfari. Bon, je suis pas sûr qu'on la voit pour autant beaucoup plus aux avant-postes, mais après, sur une deuxième année, on ne sait pas sa marge de progression. Très bien, bah écoute, info un petit peu random, mais ok. On continue de passer là sur des actualités plus proches des actualités de la semaine et notamment cette signature un petit peu surprise, Kin Nakamura Berta qui est signée par la Williams Driver Academy. Kin Nakamura Berta, on en a un petit peu parlé surtout sur la fin d'année. Champion de F4 italienne, champion d'Euro 4. Bouzard garde bien le drapeau français. Très bien, très bien. Parce qu'un pilote fortuné, pas mauvais au volant, ça serait bien si on pouvait le garder sous licence française le plus longtemps possible, j'ai envie de dire. Donc voilà, grosse signature de Williams qui recrute tout simplement l'un des grands favoris pour ce week-end, pour la Formule régionale Moyen-Orient, mais aussi pour la saison de Formule régionale européenne. On rappelle que c'est un ancien pilote Alpine. Alpine, évidemment, vu qu'ils savent comment gérer une académie, ils l'ont viré. L'année d'après, il est champion de F4 italienne. Assez classique. Voilà. Victor Martins est coutumier du fait. Et comme Victor Martins, donc, il rejoint Williams, très 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 intéressant. Après, attention, on peut pas. Enfin, moi pour le moment, j'embarque pas totalement dans une hype concernant Kin Nakamura Berta, puisque surtout vous avez été pas mal, surtout que j'avais fait quelques top 10 sur Twitter et sur Blue Sky sur les pilotes de F4. J'avais mis Kin Nakamura Berta premier, je crois. Et vous avez été pas mal à me dire, ouais, mais sur la deuxième moitié de saison, il était vraiment challengé par Gabriel Gomez de US Racing et Sébastien Weldon, son coéquipier et rookie, enfin rookie en F4 en tout cas. Donc, c'est vrai, et aussi à Macao, en rythme pur, il était battu par Weldon. Bon, après, Weldon fait une erreur et embarque Nakamura Berta avec lui, mais ça, c'est un autre problème. Donc, attention, attention, ça a un très gros palmarès en karting, talent énorme, champion d'Europe de karting notamment. Donc voilà, c'est l'un des favoris. C'est peut-être celui qui a la plus grosse pancarte de favoris, mais on va y revenir sur la Formule régionale Moyen-Orient, vous en faites pas, et je vais faire des petits pronostics. Euh, Après voilà, c'est l'un des pilotes les plus excitants actuellement dans les formules de promotion qui n'avaient pas encore d'académie. Bravo à Williams, ça peut potentiellement faire une très très belle histoire et je sais pas, enfin, voilà, enfin vraiment Williams il signe des très gros pilotes et c'est assez impressionnant pour une équipe indépendante qui n'est pas un constructeur, enfin c'est impressionnant toute la reconstruction qu'ils opèrent depuis quelques temps. Drapeau britannique, japonais ou slovaque pour la frémette?
C'est une excellente question, je te remercie de me l'avoir posée. Je sais pas si ça va apparaître là sur les résultats. Logiquement, normalement, c'est un pilote qui est japonais et slovaque, qui a une licence britannique pour des questions administratives. Mais je crois qu'il a. C'est un petit peu comme Kanatoli en 2024 ou Taito Kato l'an dernier. C'est une licence enfin, c'est une licence étrangère pour des raisons administratives parce que le Japon ne donne pas de licence à des pilotes mineurs. Euh, Puisque là, si on met les résultats de la frémette, ils vont pas dire le drapeau. Ils disent pas le drapeau. Bah attendez. Toukou, 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 toukou. Logiquement, ça devrait être licence japonaise, ce qui expliquerait pourquoi il a une licence britannique. Ouais, japonaise, ouais, je confirme. Japonaise, c'est bon, j'ai le document. Donc non, donc après, ça serait quand même marrant qu'il ait, enfin, marrant, vous savez que j'aime bien les nationalités atypiques, une licence slovaque, un petit pilote slovaque en F1, moi je serais pas contre. Je serais pas contre, un pilote japonais c'est vu et revu, mais bon, a priori voilà, Kin Nakamura Berta, il a toujours été global, même s'il affiche les deux drapeaux, japonais et slovaque sur sa combinaison, il est plutôt japonais. William, c'est l'académie du peuple en fait. Franchement, je voyais des gens sur Twitter qui disaient que Williams c'était des gens de Twitter qui recrutaient des pilotes comme ça, enfin qui recrutaient les pilotes un petit peu qui faisaient buzzer et tout, enfin qui. Après, si c'était vraiment l'Académie du Peuple, je pense qu'ils auraient pris Gilter, puisque tout le monde le veut, enfin tout le monde sur Twitter le veut. Le fait est que pas d'Académie de F1 malheureusement. Allez, on passe à Victor Martins, un autre pilote Williams qui reste avec Williams. Je ne sais pas pourquoi il y a pas les notifs, mais en tout cas, merci beaucoup Darksider83 pour ton 12e mois de Prime. Let's go 2026 est lancé. Andy est le meilleur pilote de F4 actuellement. Hashtag conclusion hâtive. Franchement, la première journée d'essai de pré-saison en F4, elle fait plaisir. On y reviendra sur le championnat, mais ça fait plaisir et ça fait très plaisir de revoir Andy aux avant-postes. Victor Martins, évidemment, oui, pilote de développement en F1, pilote d'essai même, pilote d'essai et de développement chez Williams, mais aussi évidemment c'est une annonce un petit peu secondaire parce que son programme principal l'an prochain ce sera en WEC en catégorie hypercar directement avec Alpine. Félicitations, félicitations vraiment à lui, que c'est mérité surtout après après les 2 années de galère là, qui se sont écoulées en F2. Il y a eu tant de succès, tant de moments forts ces dernières années, malgré une voiture qui était vraiment en très grande délicatesse. Il a vraiment réussi à faire de très très belles performances. Rien que cette année, bon, la course des champions qu'il remporte pour l'équipe de France pour la première fois depuis 2004. Il y a aussi en F2 le fait qu'il fasse deuxième des qualifications. Enfin, voilà, vice-champion des qualifications, alors qu'on voit que la ART n'avait pas ce niveau-là. Et puis sa victoire aussi au Qatar pour un petit peu parachever son passage en F2. Et en plus de ça, donc voilà, il rejoint un championnat du monde, le championnat du monde le plus compétitif après la F1, je pense, euh, avec Alpine, avec un constructeur. Ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir. On trouve pas Dunn dans le WEC, alors on y va. C'était peut-être le deal. Et en plus de ça, donc il va garder quand même un pied en F1 en étant pilote d'essai et de développement chez Williams. Pas de réserviste, petite nuance, comme je l'avais annoncé sur Twitter un petit peu avant, le poste de réserviste sera occupé par Luke Browning, qui a sa super licence, qui sort d'une très belle saison de Formule 2. Mais voilà, Victor Martins reste dans le giron Williams. Williams a conscience de son talent et veut quand même le garder dans son monde. Je viens d'avoir une info à l'instant, intéressant. Moi je suis toujours preneur d'infos, hein, tu sais. Euh, donc voilà, il va occuper un rôle de quatrième pilote. Enfin après voilà, ce sera plus un rôle de l'ombre. On le verra pas. Ne vous attendez pas à ce qu'il soit en train de trépigner dans le garage Williams, à faire des croche-pattes à Sainz et Albon. Ça c'est plutôt Browning qui tentera de faire des croche-pattes à Sainz et Albon. Mais
Victor sera plutôt au niveau du simulateur en développement, voilà, en développement pour la Williams de 2026 et peut-être des années prochaines. C'est un poste qu'il partagera avec d'autres pilotes, notamment Oliver Turvey, ancien pilote de développement McLaren qui a rejoint Williams. Bref, voilà, c'est un rôle de l'ombre, mais c'est très bien. Si Ramakers finit pas en F4 France, c'est un Indien qu'elle baquet. Alors ça me fascine. Un Indien. Un Indien. Ah, peut-être... je sais plus comment... Madesh? Ishan Madesh, peut-être? Euh, mais ça me fascine quand même, puisque Trulli Adams, il mériterait. Troisième de Feed Racing. Gros talent pour moi, mais bon. Salut à ceux qui rejoignent, salut Natoun qui rejoint dans le chat. Donc voilà, c'est une excellente nouvelle pour Victor. Cette double bonne nouvelle, j'ai envie de dire. Alpine, WEC, championnat du monde, parfait, plus un rôle en F1. Vous allez me dire, évidemment, il roule pas en Grand Prix, peut-être, mais voilà, un poste de pilote, enfin, il a quasiment deux postes de pilote d'usine, j'ai envie de dire, c'est génial. C'est génial. Et après, bon, la petite astérisque, mais on n'en a pas parlé lors de la grande journée d'annonce de Victor Martins hier. euh, Quid de l'Indy Next, il avait pas mal roulé en Indy Next euh, en essai avec Juncos Racing et avec HMD Motorsport. Est-ce que ça va faire de l'Indy Next à côté? Je ne sais pas. Le souci quand même, c'est qu'il y a quand même beaucoup de clash au niveau du calendrier entre le WEC et l'Indy Next. C'est pas forcément évident. Après, ça peut juste être faire quelques courses en Indy Next, montrer que tu es super bon et pour pouvoir passer en IndyCar, mais ça me paraît pas forcément évident à faire. Euh, Oh là, d'ailleurs, Paco me retourne à la compétition en 2026. Les problèmes. Ok, cool. Cool pour lui. Ouais, bah Trulli Adams, ouais, moi je l'ai appris, j'ai appris qu'il ne ferait pas la F4 France parce qu'il s'est inscrit trop tard et c'est vraiment dommage. Il va en Ligier JS2R, bah purée. Ah donc en France, il va rouler en France. Purée, je pensais qu'on le verrait plus rouler en France, moi. Mais ok, ok, bah avoir son accueil dans les paddocks français. Après c'est, ouais. Bon, bref, et aussi, je l'ai pas mis dans le. Avant qu'on débriefe le week-end en Nouvelle-Zélande et qu'on parle du week-end à venir au Moyen-Orient, aussi petite annonce qu'il y a eu également hier pour l'un de nos pilotes français, Raphaël Perra rejoint Palou Motorsport by Prema en Eurocup 3. Très bonne nouvelle pour le pilote français qui avait déjà testé en décembre dernier, si vous me suivez sur Twitter et sur Blue Sky. Donc voilà, très bonne nouvelle, moi je trouve que c'est un très bon pilote. Il a encore pas mal de choses à apprendre, mais en termes de talent pur, je trouve qu'il a vraiment quelque chose. Mais il faut tout mettre bout à bout. Il a alterné malchance et parfois, voilà, un petit peu d'intelligence de course, voilà, parfois qui n'est pas. Mais c'est normal, on va dire qu'il faut débuter. Mais sinon, j'ai bien aimé sa première année en F4 France. Désormais, il passe à l'étage supérieur. Voyons ce que ça donne. Avec Palou Motorsport qui s'associe avec Prema, ça aussi ça peut être intéressant. Mais donc la saison 2026 a démarré en Nouvelle-Zélande. Plutôt bonne nouvelle pour Palou quant à Bustamante à côté. Oui, j'espère qu'il y aura d'autres pilotes. Enfin, j'espère que Raphaël aura d'autres coéquipiers, plus de références pour le tirer vers le haut, puisque juste avoir Bustamante à ses côtés, non. Enfin, j'espère qu'il y aura des bons pilotes. Donc la formule régionale Océanie qui a lancé pour de bon la saison 2026 avec 4 courses à Hampton Downs, voilà, à l'autre bout du monde, en Nouvelle-Zélande. Et vous voyez ce classement, et là vous vous dites, mais attendez, Freddy Slater, il n'est pas premier, il n'est pas deuxième, il n'est pas troisième, il est quatrième. Qu'est-ce qui s'est passé ce week-end à Hampton Downs? Hugo Chukwu a dominé le week-end. Et très clairement, ses adversaires ont de la chance que le barème de points récompense aussi peu la victoire, puisque c'est 35 points pour la victoire, mais 31 pour le deuxième, puis ensuite 27, 24, 22, quelque chose comme ça, et avec des points pour le top 20. Donc ça, voilà, la victoire ne fait pas un gros écart par rapport aux pilotes qui sont deuxième, troisième, qui sont juste derrière. Donc grâce à ça, ça permet aux autres pilotes de limiter la casse. Et donc on a des pilotes qui ont été très réguliers, très bons, deux grosses surprises de pilotes qui seront présents en F3. Jin Nakamura est deuxième. Très très belle surprise. Canatoli est troisième après avoir
après être monté sur 3 podiums. Vraiment très grosse performance des deux pilotes japonais qui ont roulé pour Hightech. Quatrième, Freddy Slater, passé complètement à côté de son week-end, même s'il y a quand même certaines choses à garder dans son week-end, notamment sa belle petite remontée en course 4. Louis Sharp, cinquième, ça a commencé très fort, ça a fini un peu moins fort avec sa victoire en course 1. Zach Scoulard qui a remporté la course à grille inversée. On a ensuite Ernesto Rivera, James Wharton, Yevan David, parmi donc c'est quasiment que des pilotes F3 dans le top 9. Il n'y a que Zach Scoulard qui est sixième. Et l'autre, le 9e pilote F3, puisqu'il y a 9 pilotes de F3 qui sont engagés dans ce championnat, c'est Fionn McLaughlin, l'une des grosses déceptions de ce week-end, 13e. Et on a les débuts de Kalle Rovanperä, le double champion du monde des rallyes, qui n'a été que 18e au classement, mais c'est pas si sombre non plus. Frody Slater qui floppe en tant que pilote redoublant. Alors ça, petit karma pour. Après, c'était son petit frère qui faisait le malin dans le live de la Formule régionale Moyen-Orient à l'époque. Euh, Moi, j'avais voté Slater. J'avais voté Slater hein, pour les pronostics pour la Formule régionale Océanie. Je garde Slater, il reste 4 week-ends, mais c'est vrai que pour le moment, c'est Ugo Ugochukwu qui a été exceptionnel. Qui a été absolument exceptionnel. Merci Julien d'avoir remis le lien du Discord. N'hésitez pas à le rejoindre, le Discord évidemment. Ugo Ugochukwu a été tout simplement très impressionnant. C'est pas la première fois qu'il fait des performances comme ça, mais maintenant ce qui va être intéressant, c'est de voir s'il va pouvoir conserver cette régularité sur les 3 autres week-ends qui restent. Il est quand même pas passé loin d'un triplé du triplé de victoires sur les courses à grille standard. On a vu sur ce week-end en Countdown qu'il y avait une malédiction un petit peu du poleman qui s'est lancé de choix un petit peu moins bien parce qu'il s'est lancé sur la partie sale de la piste. Et Ugochukwu avait fait la pole pour la course 4. Et malgré ça, il a réussi à s'imposer. On se souvient quand même qu'il a déjà fait des perfs très similaires en Formule régionale Moyen-Orient avec un week-end excellent mais ensuite des week-ends un petit peu plus moyens qui ont fait qu'il a terminé 3e au championnat et qu'il n'était pas vraiment dans la bataille avec Evan Gilter et Freddy Slater. Donc voilà, il va falloir être régulier et surtout ne pas abandonner puisque ça forcément ce barème de points que j'évoquais un petit peu plus tôt pénalise énormément les abandons où tu marques 0 points, ce qui fait que voilà, par exemple voilà, Kalle Rovanperä, il est bien embêté d'avoir eu un abandon, et tous les pilotes qui ont eu un abandon sont bien embêtés. Ernesto Rivera qui a eu un abandon sur la course à grille inversée qui offre moins de points, c'est moins problématique. Mais voilà, ça reste quand même vraiment pénalisant. Le moindre abandon sera pénalisant. Les débuts de Kalle Rovanperä, il est 18e au classement. Mais il faut remettre un petit peu les choses dans leur contexte. Déjà, en décembre, on se rappelle qu'il avait manqué les essais d'après-saison de Super Formula parce qu'il avait eu un VPPB, un vertige paroxystique potentiel bénin, positionnel bénin, pardon. Donc, il se remettait un petit peu de ça. Et c'était une nouvelle voiture, la Tatus T318, l'ancienne Formule régionale, alors qu'au Moyen-Orient, ce sera la nouvelle, on va en reparler. Il est dans le coup. Il est dans le coup, il découvre le circuit, il est dans le coup, il est à moins d'une seconde du meilleur temps, il est dans le match, c'est bien. Maintenant, je vous avoue que moi, je m'attendais à mieux. Je m'attendais à mieux, peut-être que j'avais des attentes un petit peu trop hautes. Les titres en médecine qui parlent, oui. Euh, je m'attendais à mieux parce que il a déjà roulé sur circuit en 2024 en Porsche Carrera Cup Benelux et il avait gagné. Donc je m'attendais à ce qu'il soit mieux quand même. Je m'attendais à ce qu'il soit, bah, je sais pas, plus dans le top 10, etc. Donc voilà. Au final, voilà, le seul pilote que Rovanperä a battu, c'est voilà, la Tourette, un pilote qui sort un petit peu de nulle part, qui a fait une saison partielle voilà, avec d'anciennes Miguel F4, hein, des Skip Barber aux États-Unis. Bon, voilà. Il est quand même dans le coup. Et surtout en course, on a vu des choses intéressantes en course 2, en course 3, où il a pu vraiment être à la bataille, faire des dépassements. Il y a notamment un double dépassement très très beau
Bah, sur l'une des courses 2 ou 3, sur, un très beau double dépassement. Et il y a surtout cette deuxième séance de qualification très intéressante où il fait le 9e temps. Il est juste derrière Freddy Slater sur la grille de départ. Malheureusement, cette qualif 2, c'était pour la course 4, et la course 4, il s'est fait éliminer après un virage par Sebastian Manson, qui a été pénalisé de 5 places pour cet accrochage qu'il a complètement serré inutilement. Donc c'est un petit peu frustrant que voilà, sur sa meilleure qualif, là où il partait 9ème, et ben, on l'a pas vu, on n'a pas vu son potentiel s'exprimer. Est-ce qu'il serait descendu au classement? Est-ce qu'il serait allé de l'avant? Bah, pour le moment, on a encore pas mal de questions sur son niveau. C'est un début correct. Je m'enflamme pas non plus dessus. C'était une séance de qualification avec pas mal de surprises aussi, hein. Par exemple, on a Nolan Allaher, pilote très anonyme en Indy Next, qui a battu Freddy Slater. Donc on va pas. Voilà. Enfin, j'en ai vu. Enfin, le cas Rovan Pera a beaucoup divisé le week-end dernier. Certains disaient que mais il est complètement éclaté au sol. Et certains disaient mais purée, pour un début, qu'est-ce que c'est impressionnant. Non, 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 non. C'est un début correct. Mais il va falloir en montrer plus. Ça tombe bien, il reste 3 week-ends pour en montrer plus. Mais surtout, il va falloir vraiment progresser, puisque pour le moment, c'est la Formule régionale Océanie. Ses rivaux, bon, c'est pas. C'est des jeunes pilotes de niveau F3 grand maximum. Sauf que en avril, voilà, enfin en tout cas en mars, avril, mai, il va passer en Super Formula. Et là, c'est pas un niveau, c'est pas un niveau de Formule régionale, c'est un niveau professionnel en fait, avec des pilotes professionnels qui font ça depuis plusieurs années, qui connaissent les circuits, les voitures par cœur. Ça va pas être évident. Donc va falloir progresser et rapidement. Rapidement. C'est un début correct, mais va falloir qu'on en voit beaucoup plus quand même. Est-ce qu'on peut mettre Gilda dans la voiture de Roman Pera juste pour voir un truc? Non mais c'est pas du tout similaire comme situation. Scoulard qui ressuscite quand il roule en Océanie. Après, je sais pas, est-ce il connaît peut-être super bien les circuits par cœur en étant un pilote local qui a grandi là-bas, en Nouvelle-Zélande, peut-être. Super Formula, je suis peut-être pessimiste. Je m'attends à le voir se battre avec Juju Noda. Peut-être. Franchement, enfin, voilà, j'attends de voir comment ça va progresser. C'est vrai que si ça reste à ce niveau-là, il risque de se battre avec Juju Noda. Maintenant, c'est le début, c'est le début. C'est le début, on va voir. On va voir dès ce week-end d'ailleurs. Il y a le deuxième week-end à Taupo. Parmi les tops, les flops de ce premier week-end, parmi les tops, bah forcément, bah d'ailleurs on voit sur l'image que j'ai choisie, on voit le crash de la course 4 avec Kalle Rovanperä ici à l'arrière-plan. Jin Nakamura, Kanatoli, je sais pas d'où ces perfs sortaient, mais félicitations aux deux pilotes japonais qui montrent aussi que la high-tech est très rapide, ce qui fait mal à Rovanperä, mais peut-être encore plus mal à Fionn McLaughlin, qui est lui un pilote qui est un pilote bah, au parcours classique, on va dire, enfin qui est champion de F4 britannique, et qui était vraiment à la ramasse. Il y avait assez peu de positifs, et Kalle Rovanperä était souvent à la bataille avec lui, alors que enfin, c'est pas les mêmes profils du tout. C'était pas super rassurant, maintenant ça reste qu'un week-end. C'était sa première expérience aussi en Formule régionale, voilà. Mais quand dans le même temps, Jin Nakamura et Anatoly, qui sont pas des pilotes spécialement cotés, en tout cas pas spécialement cotés pour le moment, peut-être ils vont se révéler cette année. Quand des pilotes pas spécialement cotés te mettent une pilule à ce point et trustent les podiums quand toi tu fais difficilement un seul top 10, est-ce qu'il fait un seul top 10 même? Oui, il fait un top 10 sur la course à grille inversée. Voilà, c'était assez dur pour le pilote irlandais de chez Red Bull. Aussi parmi les pilotes inattendus, on va dire Ryan Wood, pilote vainqueur en V8 Supercars, qui c'était son premier week-end en monoplace. Chapeau, chapeau, mal récompensé au final parce qu'il est sorti aussi dans le crash du premier tour de la course 4. Donc il devrait être plus haut dans les classements, mais très très bon. Et voilà, il a frôlé le podium plusieurs fois. Slater, on est obligé de le mettre dans les flops vu les attentes démesurées qu'on a autour de lui. Il est quand même quatrième au classement.
il sauve les meubles, malgré une qualif complètement ratée sur la deuxième qualif où il fait huitième, il arrive à remonter quatrième, il fait des bons dépassements. Il y a, faut pas tout jeter à la poubelle, mais clairement, on l'attendait pas aussi challengé et même aussi en retrait. Il reste 3 week-ends et encore une fois, le championnat est très loin d'être fait, mais il va falloir se réveiller assez rapidement pour le titre. Rivera pour moi flop, oui, oui c'est vrai. C'est vrai, on peut mettre Rivera qui était transparent. Il a quand même fait un podium sur la course à grille inversée, mais assez transparent. Ernesto Rivera, j'ai pas envie de le sanctionner d'un carton jaune, mais enfin, c'est transparent, pas mauvais au sens d'un Fionn McLaughlin, mais oui, un peu. Ah non, en plus, c'est. Non, podium sur la course 3, mais il partait en pôle pour cette course 3 parce que ça prenait la moyenne des meilleurs tours de la course 1 et 2. Donc c'était un système de grille de départ assez particulier. Il partait en pôle, il fait troisième. Bon, ouais, voilà. Ouais, c'est léger, c'est vrai, Rivera. Allez, Rivera aussi un peu, hop, pour faire plaisir. Euh, Finn est en retard dans sa carrière, il a commencé la monoplace à 17 ans. Oui, oui, il a qu'une seule saison d'expérience, mais euh, le souci c'est que justement, il est un petit peu en retard. C'est un 2007 si je ne dis pas de bêtises. 2007. Je crois que c'est en 2007. Donc il a commencé tard et enfin malheureusement on sait comment ça marche chez Red Bull. Ils sont très pour le jeunisme et quand t'as Colnaghi, quand t'as Rivera aussi dans l'académie, c'est pas super positif. Voilà, même si tu sautes l'étage formule régionale, je pense que Red Bull s'attend à le voir performer rapidement et à lui mettre une grosse pression, alors que oui, le step est trop gros avec la F3 pour moi, je suis complètement d'accord, mais c'est comme ça que marche Red Bull. Ils adorent propulser des pilotes de la F4 à la F3, ce qui est complètement débile, mais ils adorent ça. Et je suis pas sûr que ça lui rende beaucoup service. Et j'ai du mal à être honnête, à être optimiste pour McLaughlin. On verra. On verra. Peut-être qu'il va un petit peu plus se révéler. Il a quand même cette étape intermédiaire avec la Formule régionale cet hiver. Pour le moment, ça démarre pas super bien. En tout cas, deuxième week-end à Taupo, je sais pas exactement comment on le dit, mais voilà. Deuxième week-end. De toute façon, la Formule régionale Océanie, c'est 4 week-ends consécutifs jusqu'au 1er février. Et donc, après des échos que j'ai, Roclin est plus chill que Marco. Certes, enfin, peut-être, soit. Euh, Après, est-ce qu'il y a encore des chouchous comme Helmut Marko avait un petit peu? Euh, Faut voir. Et puis il y a chill, mais il y a aussi le côté retour sur investissement. Je sais pas si c'est si évident, quoi. Bref, on parle du week-end à venir. En Formule régionale Moyen-Orient, on va évoquer l'UAE 4, la F4 Emirati juste après. La Formule régionale Moyen-Orient a dévoilé une liste de 32 pilotes, 11 équipes, qui alignent toutes 3 pilotes en dehors de Pinnacle Motorsport. Évidemment, cette grille est assez intéressante et nous donne pas mal d'indices sur la prochaine saison de Formule régionale européenne qui va venir, et surtout c'est le début des nouvelles Tatus, des nouvelles formules régionales deuxième génération qui ont roulé pour la première fois lors d'une journée officielle de roulage ouverte, qui ont roulé aujourd'hui pour la première fois. Donc voilà, on retrouve pas mal de pilotes, notamment de la F4 qui montent en Formule régionale. On retrouve aussi quelques pilotes de F3 qui descendent à l'étage Formule régionale Moyen-Orient pour un petit peu du roulage, un petit peu comme on a 9 pilotes en F3 qui roulent en Océanie. Là, on en a 2 avec Taito Kato et Christian Ho. Taito Kato qui roulera chez ART, Christian Ho qui roulera chez Rodin. Voilà, les deux pilotes. Une petite prédiction pour la Frémec, un classement. Je vais faire à la fin la prédiction de mon champion, mais c'est extrêmement dur. C'est extrêmement dur à prédire parce que bah, c'est des nouvelles voitures. Donc, à partir nouvelle voiture, nouveau moteur, nouveaux pneus. Euh, on manque un petit peu d'éléments quand même pour faire des pronostics, mais vous en faites pas, je vais me mouiller quand même, mais c'est pas évident. J'ai déjà fait mon pronostic sur
sur le Discord avec les pronos de Natoon, mais je suis ici avant le flop de Préma. Pour le moment, ça part bien. Il n'y a eu qu'une seule journée d'essai de pré-saison. Pour l'instant, ça parle bien. Euh, Darianani qui remplace Samalisto au dernier moment en frec, oui. C'est dommage, puisque Samalisto, c'est un pilote que j'aime bien. Enfin, je le connais pas, hein, mais c'est un pilote que j'aime bien. Et a priori, souci budget, enfin, souci financier pour Samalisto. Donc, un petit peu dommage, surtout que Samalisto, il se défend en F4. Darianani, c'est du vu et revu, malheureusement. Pronostic 1 Munoz, 2 Gilter, 3 Cato en se partageant la même voiture un week-end chacun. Je suis pas convaincu, tu vois. J'apprécie ton optimisme, mais quand même. Alors parmi les pilotes, donc en plus de Taito Kato et de Christian Ho, déjà on rappelle que Kato et Ho, vu que ce sont des pilotes en F3, ils ne vont pas faire le dernier meeting, puisque là aussi, comme en Océanie, c'est 4 week-ends, sauf que le dernier week-end se dispute du 11 au 13 février. D'ailleurs, c'est un petit peu dans la semaine. C'est entre mercredi 11 et vendredi 13 février, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Et ça clash avec les essais de pré-saison de F3. Et forcément, ça a la priorité. Donc, Taito Kato et Christian Ho ne feront pas tout le championnat au Moyen-Orient. Ils sont là pour accumuler du temps de roulage et potentiellement gagner en confiance, avoir des victoires. Vendredi 13, je crois. Non, mais peut-être pas. Hein. Si, vendredi 13. Vendredi 13, la finale du championnat. Ça va porter malheur à je sais pas qui. Faites vos pronostics. Mais vendredi 13, en effet. Vendredi 13 février. Donc voilà. Voilà, cette liste est rangée selon les numéros. Donc on a Alex Ninovic, notamment le champion de GB3, ce qui est attendu vu qu'il fait la Formule régionale européenne avec Rodin. On passe un petit peu la liste. On a Yuki Sano, protégé de Toyota, qui est envoyé chez Air-Ace. G4 Racing, l'équipe Helvético espagnole. Ah mince, oui, oui, il y a trois pilotes. Il y a trois pilotes de F3 qui sont là. Il y a Taito Kato, Christian Ho et aussi Gérard Chier, que j'avais oublié, mais pour ma défense, il n'a pas encore été annoncé en F3. Même s'il devrait rouler chez Dams, il n'a pas encore été annoncé. Donc voilà, c'est l'excuse que j'ai trouvée. G4 Racing, l'équipe Helvético espagnole qui aligne un line-up assez atypique qui nous intéresse très particulièrement. Alors d'un côté, on a Artem Severyukin, pilote russe sulfureux, très talentueux, en tout cas l'un des plus gros talents de sa génération à l'époque du karting, et qui a notamment eu la très bonne idée, après une victoire en karting, de célébrer sa victoire par un salut nazi. C'était pas une super idée. Euh, c'est peut-être pas le couteau le plus aiguisé du tiroir, et évidemment ça a un peu complètement brisé sa carrière. Oui, ça peut se comprendre quand même. Mais il a réussi à finalement démarrer pour de vrai sa carrière en monoplace en 2025 en F4 avec beaucoup de retard. C'est un pilote plus âgé donc. Euh, il est plutôt de la génération, je dis peut-être des bêtises, hein, mais il est peut-être de la génération plutôt génération Gilter globalement. Disons que c'est conforme à l'actualité. Exactement. Il avait juste trop d'avance sur son temps en fait. Quelqu'un qui sait bien comment demander un taxi. Non mais c'est pas ça, c'est comme Elon Musk qui voulait propager son amour, c'était un message d'amour, c'était juste de l'amour. Juste la main sur le cœur et ah mince, la tuile quoi. Mais oui, il est pas du tout mauvais, c'est un excellent pilote. En karting et même en monoplace, il a été enfin bon, voilà, sur sa saison de F4 italienne, dans une équipe moyenne, bah il a été plutôt bon. Donc ça va être un pilote à surveiller et qui devra être battu par nos deux pilotes français, parce que oui, G4 Racing aligne deux pilotes français, Andrea Dupé et Jules Roussel, mais on va avoir des diapos un petit peu dédiés pour eux. Évidemment, ce qui est très intéressant. Attendez, enfin, je refais un petit peu l'entry list un petit peu complète. Christian Ho, on en a parlé. ART qui aligne Kabir Anourag, Matteo Giacardi, deux pilotes qui ont déjà été annoncés pour la FREC, en plus de Taito Kato. On a Alex Powell qui roule chez Pinnacle. On a Mumbai Falcons, entre guillemets Prema, qui aligne un trio très intéressant avec Kin Nakamura Berta, champion de F4 italienne, Sébastien Welton, troisième de F4 italienne, et Salimana, quatrième de F4 italienne, donc gros line-up. On a aussi RS Grand Prix qui aligne Rachid Aldairi, c'est très intéressant au vu de son expérience sur les circuits émiratis et
oui, de son expérience en Formule régionale l'an dernier. Et voilà, on a à peu près fait le tour des gros noms, on va dire. Ce qui est intéressant ce week-end, et même toute cette semaine, vu que le roulage a déjà démarré avec les essais de pré-saison, c'est que c'est le début de ces voitures de deuxième génération, ces formules régionales deuxième génération, nouvelles voitures, potentiellement nouvelle hiérarchie, parce que toutes les équipes repartent de zéro, donc potentiellement, oui, on peut avoir G4 Racing qui peut rouler sur tout le monde, et Prema qui peut être dernière. Dans les faits, on sait comment ça marche, souvent c'est quand même les équipes ont le plus de budget parfois qui peuvent. euh, Après, c'est difficile quand même sur un début de réglementation où il n'y a pas beaucoup de matériel encore qui a été produit, donc il n'y a pas beaucoup de moteurs potentiellement qui sont sur les bancs d'essai. On sait que parfois il y a des grosses équipes qui achètent plusieurs moteurs, qui les font tourner sur des bancs d'essai pour savoir lequel est un petit peu plus meilleur que celui-là. Celui-là, du coup, on l'utilisera pas, mais alors ceux-là, ils sont très bons, etc. On va les utiliser, alors que les plus petites équipes ont moins l'embarras du choix, on va dire. Aussi, les meilleures équipes attirent souvent les meilleurs ingénieurs, les meilleurs mécanos, en tout cas ceux qui sont peut-être plus expérimentés, ceux qui ont peut-être voilà, des meilleurs diplômes ou que sais-je encore. Donc au final, Prema est attendu pour être devant. RS est attendu pour être devant parce que par exemple RS Grand Prix a toujours été très bonne en Formule régionale Moyen-Orient. Ils s'étaient imposés en 2024 avec Tuka Taponen. Et en Formule régionale européenne, ils n'ont jamais quitté le top 2 du championnat équipe depuis 2017. Donc ça date. Ça date énormément. Euh, donc voilà, ce qu'on peut aussi s'attendre avec des nouvelles voitures, c'est possiblement des problèmes de fiabilité. On en reparlera, il y a un article sur le sujet, mais pourquoi il y a 9 pilotes de F3 qui vont en Nouvelle-Zélande avec des voitures d'ancienne génération, alors que bah il y a un tout nouveau championnat avec des toutes nouvelles voitures flambant neuves sur des circuits utilisés par la F1 comme Yas Marina et Losail. Pourquoi les pilotes de F3 ne vont pas là-bas? Bah tout simplement parce que c'est un risque pour les pilotes de F3 d'aller prendre ces nouvelles voitures, alors qu'en Nouvelle-Zélande, c'est un matériel qui est éprouvé, qui est connu, tu sais à quoi t'attendre, tu n'auras pas de mauvaises surprises. Et voilà, et d'ailleurs, c'est vrai qu'en Formule Régionale Océanie, peut-être reprenez-moi si je me trompe, mais sur les 4 courses, j'ai pas vu un seul problème de fiabilité, même sur les qualifs, j'en ai pas noté. Alors que voilà, ça risque d'arriver, mais c'est normal, c'est inhérent à toute nouvelle réglementation, on va bien s'amuser en F1 cette année par ailleurs. Euh, donc voilà, c'est pour ça qu'il y a autant de pilotes de F3 qui sont allés en Nouvelle-Zélande cette année. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, il y a quelques pilotes de F3 quand même qui sont au Moyen-Orient, qui ne font qu'une petite partie une partie de la saison. Je pense, voilà, à Taito Kato chez ART. Est-ce qu'il pourrait être remplacé par un Alexandre Munoz pour la fin de campagne, pour le dernier meeting? On l'espère. Emanuele Olivieri est absent. Est-ce que c'est lui qui pourrait remplacer Gérard Chez? Peut-être. Peut-être. D'ailleurs, elles deviennent quoi, les anciennes Freca? Il n'y a pas un championnat qui veut qui veut les récupérer pour faire une autre formule régionale low cost? Ça pourrait être sympa. Alors, je ne sais pas exactement. Je sais que les voitures sont à vendre. Euh, Certaines voitures sont à vendre. Je pense qu'il y en a certaines qui vont continuer à être utilisées pour faire du roulage, pour tester des pilotes, tout simplement. Euh, Maintenant, j'ai pas de notion d'un nouveau championnat qui arriverait aussi pour être certifié par la FIA. Comment dire? La durée d'homologation des anciennes formules régionales va s'arrêter au bout d'un moment. Donc, je crois en 2027, peut-être 2028. Donc, c'est peut-être pas un championnat qui serait très pérenne. Donc après, voilà, ça peut être utilisé pour du roulage, pour des trucs de pilote amateur, de gentleman driver ou des choses comme ça. C'est le plus probable, tout comme toutes les migales d'anciennes générations aussi en F4 qui étaient utilisées par la F4 France qui ont été vendues par-ci par-là, hein. Je crois qu'ils ont gardé que ouais, celle d'Adrien David, je crois, de 2019 qui est encore dans le garage, je crois. Et peut-être une autre, mais je sais pas sinon. Voilà, je rappelle le format pour ce week-end et pour tout le championnat. La Q1 détermine la grille de départ pour la course 1. Le top 12, il y a eu un petit changement par rapport à l'an passé, donc a priori, si on s'en fie aux réglementations, donc petit changement par rapport à la vidéo que j'ai faite la semaine dernière, le top 12 de la course 1 est inversé pour la course 2.
et la Q2 donne la grille de départ pour la course 3. On a 25 points pour le vainqueur et non 30 comme l'an dernier, mais par contre on a des points pour le top 10 dans les 3 courses, avec autant de... avec 25 points aussi pour le vainqueur de la course à grille inversée, ce qui biaise un petit peu, ce qui fausse un petit peu le classement du championnat, surtout après un meeting où il y a un pilote moyen qui peut avoir fait 12e, qui peut avoir fait 10e des qualifs et se retrouver 5e au championnat parce qu'il a gagné la course à grille inversée. Bon. Déjà, il faudra voir aussi à quel point on pourra dépasser avec ses voitures, à quel point il y aura du spectacle, est-ce que ça sera juste une procession? Très dur de savoir. On passe maintenant dans les petits focus sur nos pilotes français. Jules Roussel qui aborde l'après Macao désormais. Jules Roussel qui a rejoint G4 Racing pour la Formule régionale Moyen-Orient. Pilote français de 19 ans, troisième de F4 France. C'est pas que un simple vainqueur de F4 France puisque il a changé de dimension après sa victoire à Macao où il a été sacré donc champion du monde de Formule 4, le premier de l'histoire. Maintenant, c'est un pilote de 19 ans, déjà, vous me direz, donc génération octobre 2006, donc la même génération que Giusti, Gilter ou même Capieto. Euh, non, point pour le top 10. Point pour le top 10 cette année, ça a changé. C'est vraiment, on reprend le barème classique de la F1, 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1. Soit un titre de champion du monde de plus que la Belgique en foot, c'est gratuit. Oui, mais après, la Belgique, ils ont un titre de champion du monde en karting. Bref, à 19 ans, voilà, comme je l'ai dit, son budget n'est pas infini et donc il faudra marquer les esprits malgré le fait qu'il ait une très grosse inexpérience. Je crois que c'est peut-être l'un des rares pilotes qui n'a fait aucune journée de test en formule régionale pendant l'automne, pendant l'hiver. Donc là, ça veut dire aujourd'hui vraiment, il a découvert une formule régionale. Euh, il a découvert une formule régionale, donc il partait un petit peu de zéro. Et aussi, il n'a pas encore d'équipe confirmée en formule régionale européenne, il n'a pas testé avec d'autres équipes, donc peut-être qu'il roulera avec G4 Racing à l'avenir, mais voilà, ça serait bien de faire des belles performances, parce qu'il n'a pas de deal sécurisé en formule régionale européenne. C'est un pilote qui doit performer pour continuer à progresser dans cette pyramide de la monoplace. Et encore une fois, il a 19 ans, donc le temps joue un petit peu contre lui. Après, voilà, sa saison 2025, est de très très haute volée. Enfin, il coche toutes les cases. Talent, intelligence de course, rapidité sur un tour, puisque c'est, même s'il a été battu par Alex Munoz au final sur le championnat global, c'est le meilleur pilote en qualification de la saison. Voilà, maintenant, il faut combler le déficit d'expérience qu'il a en formule régionale, et peut-être qu'il pourra jouer, je sais pas, c'est difficile de savoir quoi espérer. Sur cette journée d'essai de pré-saison, il était plutôt aux alentours de la 20e, 22e, 24e place, donc pour le moment, voilà, il part de loin. On va voir ce que ça va donner par la suite. J'espère des points. Très honnêtement, j'espère des points. Et on verra ce que ça donne. Son coéquipier, en plus d'Artem Severyukin, sera aussi français, c'est Andrea Dupé. Et c'est vrai que ça peut un petit peu surprendre. Est-ce que c'est pas un petit peu une montée précipitée pour ce pilote qui a débuté en monoplace en 2025, qui a fait trois équipes sur sa seule année de F4, avec pas mal de problèmes de santé aussi qui l'ont handicapé, qui l'ont obligé à déclarer forfait, voire même à abandonner sur certaines courses. Il est passé par AS Motorsport, PHM, puis Prema. Mais au final, une fois qu'il a arrêté, enfin qu'il n'a plus ses problèmes de santé, ça a bien progressé. Des top 6, des podiums rookies, c'était des bases idéales pour une deuxième saison de F4 avec Prema. Au final, tout a changé dans l'intersaison. Prema a signé un petit peu trop de pilotes. Et pour un budget, somme toute, assez similaire, il a eu cette opportunité de passer en formule régionale avec un programme assez complet, un programme hivernal au Moyen-Orient et un programme européen principal, on va dire. Euh, Lui, par contre, a priori, il a un deal qui est sécurisé pour la saison de formule régionale européenne, donc c'est juste de l'apprentissage, pas de pression à avoir. On n'attend pas grand chose de lui, forcément, après sa saison de F4, même si, encore une fois, on a vu des promesses sur la fin. Il faut apprendre. Pour le moment, ça a bien démarré. Il était dans le top 20 sur cette journée d'essai de pré-saison. C'était la meilleure G4. Il était devant Jules Roussel, il était devant Artem Severyukin. C'est bien. Est-ce que lui aussi peut aller jouer les points?
on verra, et on verra, on verra. Sa saison de Formule régionale européenne, par contre, il est plutôt attendu du côté de chez Van Amersfoort Racing pour information. Bon, les pronostics, c'est ultra dur. Forcément, parmi les pilotes 5 étoiles, j'ai envie de mettre Taito Kato qui est chez ART. ART qui avait été excellente et qui est tenante du titre l'an passé avec Evan Gilter. Maintenant, Taito Kato ne fait pas tous les meetings. Kin Nakamura Berta et Sébastien Weldon, ils sont chez Prema. Prema, on sait qu'ils sont favoris dans n'importe quel championnat dans lequel ils sont. La Formule régionale, c'est un petit peu leur catégorie, mais c'est aussi une catégorie qui change de voiture. Mais pour le moment, voilà, Prema a l'air d'avoir. C'est dur de faire des enseignements sur une première journée d'essai de pré-saison, mais pour le moment, les débuts ont l'air positifs. Mais il y a quand même un favori que moi j'ai envie de placer en champion, c'est Rachid Al-Daeri. Ça va peut-être en surprendre plus d'un, mais c'est un pilote qui a de l'expérience en Formule régionale, qui a de l'expérience dans le championnat, qui a de l'expérience dans les circuits, puisque c'est un pilote émirati qui connaît les circuits d'Abu Dhabi et de Dubaï par cœur. Il est chez RS, qui est très bonne historiquement au Moyen-Orient. Voilà, jeune pilote Mercedes. Sa saison précédente en Formule régionale européenne est un petit peu décevante, certes, mais quand même il finit 8ème, je crois. Voilà, je pense que avec RS, il y a une combinaison. Je ne le vois pas champion pour la FREC à l'avenir, mais pour au Moyen-Orient, avec RS, je me dis, il y a pas mal de petits arguments qui peuvent me faire penser à un titre de Rachid Al-Daeri. Maintenant, Kin Nakamura Berta, j'en fais mon champion numéro 2, on va dire. Parmi d'autres pilotes à surveiller de très très près, Alex Novic, champion de GP3 en titre, Christian Ho qui est pilote en F3, qui a déjà été, je crois qu'il a déjà fait un podium en F3 avec Dams, euh, Michael Beloff, oui, oui, Michael Beloff est encore là, il ne s'arrête jamais, Michael Beloff, l'inarrêtable. Maintenant Michael Beloff est avec Sen Motorsport, l'une des équipes les moins cotées sur la grille, avec le moins d'expérience, donc ça va pas être évident. Salimana qui a beaucoup roulé pendant l'hiver, pendant l'automne, et qui sera chez Prema aussi à surveiller. Et voilà, ensuite parmi d'autres outsiders, on va dire Maximilian Popov, Prizirovski, Yuki Sano, Artem Severiukina, Alexander Abkazava, Jules Roussel, Alex Powell, qui a été très intéressant sur les essais, donc peut-être qu'on pourrait le mettre un petit peu plus haut. Dion Gauda, qui est très expérimenté, Gérard Chier, du animation, pourquoi je le mets aussi haut aussi Non. Non, 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 au bout d'un moment, non. Euh, hop. Voici. Abkazava, pareil, en formule régionale Moyen-Orient depuis 3 plombes. C'est vrai qu'Abkazava, il stagne un petit peu, mais après, il n'est pas mauvais non plus. Il n'est pas mauvais non plus. Voilà. Donc voilà, pour l'instant, j'ai mis Jules Roussel avec 3 étoiles, puisque c'est quand même un champion du monde de F4, mais il est avec G4 Racing, il a 0 expérience en formule régionale. Andrea Dupé, j'ai mis 2 étoiles, parce que bah, c'est que sa deuxième saison en monoplace. Il a certes eu quelques journées en formule régionale, mais il a moins de références pour le moment en monoplace, en F4, italienne ou autre, etc. Donc je le mets un petit peu plus bas, mais en attendant, c'est lui qui a le mieux démarré les essais de pré-saison. Voyons ce que ça donnera. L'UAE 4, la F4 Emirati, alors là une grille de 39 pilotes avec certains noms que je ne connais pas pour être parfaitement honnête, et c'est normal, nouvelle saison ça veut dire nouveaux pilotes qui viennent du karting, et parfois nouveaux pilotes qui viennent de rien du tout, parfois qui n'ont pas fait de karting, ou alors qui ont sillonné les championnats les plus obscurs. Euh, voilà, il y a des noms à noter. Évidemment, Christian Costoya, le champion d'Europe de karting en titre, l'Espagnol de 15 ans qui est soutenu par McLaren. On a Emma Felbermayer, pilote de F1 Academy. On a Scott Lindblom, jeune pilote soutenu par Red Bull, meilleur temps des essais de pré-saison aujourd'hui. Alp Aksoy, pilote chez Prema, qui a remporté le mini-championnat de Formula Trophy pendant l'automne. On a Adam Alazari, pilote expérimenté aux Émirats Arabes Unis, qui est chez lui. Nicolo Macagnani, pilote de chez Prema, très fortuné. À 15 ans, il roule déjà en F2. On a Alexander Bondarev, favori, forcément favori parce que il redouble après une saison décevante en F4 italienne où il a fini 10ème.
il redouble et normalement, voilà, c'est son année. La grille est peut-être un petit peu faible par rapport à ce qu'on pourrait s'attendre pour la F4 Emirati, qui est le championnat préparatoire à la F4 italienne généralement. Mais voilà, normalement, Alexandre Bondaref, il a le talent, il a l'expérience. Maintenant, sa première année en F4 a été décevante. Kenzo Craigie, gros talent, ancien champion du monde de karting Oka Junior, qui est chez R-Ace, mais chez R-Ace, évidemment, on va surveiller notre seul français de cette grille, Andy Consani. Qu'est-ce que j'ai hâte de cette saison pour lui. C'est la saison où tout peut se passer, j'ai envie de dire. Ou soit il change vraiment de dimension, ou soit malheureusement la monoplace s'arrête là. C'est l'un des pilotes qui peut être le plus intéressant et les plus excitants pour cette année. Parmi d'autres pilotes, on a Jacopo Martinezzi, excellent pilote qui est chez PHM. Et je descends un petit peu plus bas, on a Kylie Countryman, pilote de F1 Academy, qui sera coéquipière de Jacques Jacquet et Lisa Billard chez ART. On a aussi Peyton Westcott, qui a déjà décroché une victoire en Formula Trophy l'automne dernier. Ouais, c'est la saison pour Indy, clairement. Pour l'UAE4, rien ne change vraiment hein, par rapport à l'an passé, en dehors du nom. La F4 Emirati est devenue F4 Moyen-Orient en 2025 et est désormais UAE4, soit. Donc, ça veut dire qu'on garde la voiture, on garde les pneus, on garde tout. Donc c'est très intéressant potentiellement pour RS, qui est tenante du titre pilote et équipe avec Emanuele Olivieri. Le format, c'est le même que en formule régionale. Q1 pour la course 1, on inverse le top 12 de la course 1 pour faire la grille de la course 2, et la deuxième qualif donne la grille de départ de la course 3. Barème F1 classique, des points pour les 10 premiers avec 25 points pour le vainqueur, 1 point pour le 10e. Évidemment, notre français, voilà, Consani, l'année charnière. Un an pour apprendre, un an pour gagner, c'est ce qu'on va espérer évidemment. On a vu des promesses sur son année en F4 France, puis en Italie, quand il est arrivé en cours de saison. F4 France, on repense à sa pole, son podium dès sa première course en monoplace. On repense aussi un petit peu fin 2024 à son exceptionnel volant Richard Mille, où il a explosé tout le monde, y compris Ian Ekemans et Louis Iglesias entre autres. Euh, voilà, en F4 italienne, on a vu des points. Dans des week-ends où RS était vraiment en galère, on l'a vu challenger Alex Powell, qui a pourtant beaucoup plus d'expérience, qui a un plus gros palmarès en karting aussi. Et désormais, bah voilà, c'est lui le pilote redoublant, c'est lui qui est dans le rôle de Alex Powell ou de Olivieri, c'est lui qui est le leader de RS en F4, et RS l'an passé en F4 Emirati, il avait gagné le titre. La saison F4 FIA sera à la fin de l'année, si j'ai mal lu. Oui, il va y avoir un changement. Oui. Euh, ce championnat n'est pas certifié FIA. Donc le championnat, le championnat aux Émirats Arabes Unis certifié FIA, ce sera en fin d'année. Et voilà, je ne sais pas exactement pourquoi ils ont fait ce changement, puisque c'est ce championnat qui attire tout le monde. Voilà, je ne sais pas exactement, mais en effet, c'est bien ça. Donc voilà, il garde le soutien de Mercedes pour l'année 2026. Il est associé au rookie Kenzo Craigie, qui est aussi un jeune pilote Mercedes, qu'il va falloir battre. Très gros palmarès en karting. Intelligence de course pas forcément évidente en kart, on verra ce que ça donne en F4. Tout simplement, voilà, Consani, même s'il n'a encore que 15 ans, voilà, on en parle depuis pas mal de temps, mais point de super licence, je ne crois pas, vu que c'est pas certifié FIA, je ne crois pas. Pour l'UAE4, là, en janvier-février, je crois qu'il n'y a pas de point de super licence, je crois. De toute façon, les points de super licence, maintenant, pour les trophées, c'est très faible. C'est 4-5 points de super licence, 4, je crois. 4, et en formule régionale, c'est 6 pour le champion. Donc ça a beaucoup changé par rapport à l'an dernier. Donc voilà, c'est l'année où il doit changer de dimension, il doit répondre aux attentes, peut-être dépasser les attentes. Et voilà, il a été le meilleur temps de la matinée, deuxième temps de la journée aux essais de pré-saison, donc ça montre qu'il est dans le coup. Et peut-être qu'on va vraiment vibrer cet hiver. On avait vibré l'hiver dernier au rythme des victoires d'Evan Gilter et aussi de la montée en puissance d'Enzo Dellini en Formule régionale Moyen-Orient. Peut-être que cet hiver, ça sera avec Andy Consani, qui est bien parti pour jouer aux avant-postes en F4 Emirati en UAE4. Pronostic,
C'est dur à dire, j'ai quand même envie de mettre en 5 étoiles Alp Aksoy, qui a été un rookie très 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 intéressant, mais peut-être que je m'emballe un peu trop sur un pilote qui a un palmarès en karting peut-être un petit peu limité, mais sur les tests qu'il a fait en Europe, sur le championnat, le mini-championnat qu'il a fait en fin d'année, bah, il a été très intéressant. Maintenant, Alexander Bondarev, normalement, il a tout pour lui. Il a tout pour lui puisqu'il a cette expérience que d'autres n'ont pas et il est chez Prema, etc. Donc c'est pour ça que je vais mettre Bondaref en champion. Et j'ai envie de le mettre. Est-ce que je crois trop en lui? Est-ce que c'est du chauvinisme mal placé? Moi, je ne crois pas. Peut-être que je me tromperai, mais j'ai envie de mettre Andy Gonzani dans les favoris pour le titre. Encore une fois, favori pour le titre aux Émirats Arabes Unis, c'est pas favori pour le titre en Italie, puisque les performances de Harris aux Émirats Arabes Unis en Italie, c'est pas exactement les mêmes, puisque c'est pas le même matériel, notamment au niveau des pneus. Euh, donc voilà, et puis ça a très bien débuté pour Andy Consani, donc je le mets à 5 étoiles. Qui est le plus fort, Consani ou Norris? Pas Consani tous les jours, évidemment. 4 étoiles, même s'il a été pour le moment assez décevant sur ses tests en monoplace, on est obligé de mettre Christian Costoya, le jeune pilote McLaren qu'on voit à l'image, Scott Lindblom, jeune pilote Red Bull, Alazari, McEgnany, Craigie, Martinez, c'est quand même des gros noms du karting, très attendus en monoplace. Au vu des tests et le fait qu'il soit leader de RS, oui, il a sa place en favori. Voilà, je ne sais pas s'il sera champion, et peut-être que je le mets vice-champion, moi, dans ma. Un petit peu. Ouais, peut-être que je le mets vice-champion. Ça serait déjà très bien. Et ça remettrait un petit peu. Ça reconfirmerait toutes les attentes, tous les espoirs qu'on a en lui. Voilà, il faut faire de très bons. 4 très beaux week-ends. Et pour lancer une base solide et peut-être l'amener ensuite vers des nouvelles catégories sur les années prochaines. Après, voilà, il y a beaucoup de pilotes. Ceux-là, il y en a la moitié que je connais pas, ou que je n'ai jamais vu rouler, donc voilà. Oui, Costoya, pour l'instant, les tests d'aujourd'hui sont plutôt rassurants, c'est vrai. Rassurants, mais on n'a pas non plus ce niveau exceptionnel qu'on avait vu en karting, mais c'est rassurant, je te l'accorde. En vrai, ceux qui ont été le plus impressionnants en top 3 sur la journée d'essai de pré-saison, Bondarev, Consani, Lindblom, globalement. Bah, je sais pas, les pilotes de F4 russe, la F4 russe, c'est tellement difficile à noter, je sais pas, je sais pas. Et donc vous avez tous les horaires de ce week-end. Alors attendez, je rajoute un petit peu, 18h30 live avec Alex Munoz, s'il vous plaît, excusez du peu. Et donc, ces courses-là, je pense qu'on va les faire en live sur Twitch. Avec peut-être une première victoire d'Andy Consani, peut-être des premiers points pour Jules Roussel et Andrea Dupé. On ne sait pas ce que ça va donner. Mais donc voilà, à 18h30, jeudi 15 à 18h30, donc dans un peu moins de 48 heures, on sera en live avec le champion de France de F4, Alexandre Munoz. Vous pourrez peut-être lui poser la question, pourquoi il n'est pas là? Pourquoi il n'est pas sur la grille en Formule Régionale Moyen-Orient ce week-end? Est-ce qu'on le verra? Est-ce qu'on le verra sur la fin de la campagne? Est-ce qu'on le verra en février? J'espère. J'espère, en tout cas on aura l'occasion de lui poser la question. Et samedi, on se retrouvera probablement vers 13h30 pour parler, bah aussi un petit peu parler de ce qui se passe en Océanie, en Nouvelle-Zélande, parler des qualifications et bien entendu commenter, diffuser les courses du AE4 et de Formule Régionale Moyen-Orient. Il n'y aura pas de live le dimanche parce que je ne serai pas disponible, mais c'est la hype. Enfin, je suis hype. La saison redémarre. Le programme de la semaine prochaine va être fou avec la Formula Winter Series, le WRC et Daytona en plus de ce qu'on a déjà. Je suis en train de réfléchir. Formula Winter Series, je sais pas si on aura des Français engagés. Je crois pas en vrai. Là, comme ça me dit rien. Je sais pas si on aura des Français engagés en Formula Winter Series, donc autre championnat hivernal qui est en Espagne, un championnat de F4. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais c'est vrai que là, on sent. Enfin, voilà, ça avait déjà un petit peu commencé le week-end dernier avec la Nouvelle-Zélande. Et là, c'est bon. C'est reparti. C'est reparti. 2026 est lancé.
et on espère peut-être pouvoir lancer ça avec une Marseillaise le plus tôt possible. On n'avait pas eu à attendre très très longtemps l'an dernier grâce à Evan Gilter. Et oui, le Spanish Winter Championship avec l'Eurocup 3 et la F4 espagnole hivernale, ça commence que fin février. Donc c'est bien en fait, ça fait la bonne transition, puisque ces championnats d'Océanie et du Moyen-Orient vont nous amener jusqu'à la mi-février. Et après, il y aura les championnats hivernaux espagnols qui prendront le relais. Et puis après, bah, on sera arrivé à Melbourne, ça sera le début de saison de F2, de F3, puis il y aura la F1 Academy ensuite. Puis début avril, il y a la F4 France qui sera lancée. Et puis voilà, 2026 est lancé. C'est beau tout ça. Bon, écoutez, merci beaucoup d'avoir été aussi nombreux sur ce live. C'était un plaisir de vous retrouver après presque un mois sans live. Et de toute façon, je vous dis à extrêmement bientôt, puisqu'on se retrouve après-demain. Je ne serai pas tout seul, je serai avec Monsieur Alexandre Munoz. Et on se retrouvera de toute façon samedi aussi pour suivre la première course de la saison d'Andy Consani, de Jules Roussel et d'Andrea Dupé. N'hésitez pas à rejoindre le Discord. Merci beaucoup Julien qui fait de la promo, qui fait énormément de promo pour le Discord. Euh, et donc voilà, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, sur Insta, sur Feeder Series, sur YouTube, sur TikTok, sur Blue Sky. Sachez que je suis aussi en train de travailler en même temps, en plus de l'interview qu'on va faire avec Alexandre Munoz, je suis en train de travailler sur d'autres articles à côté qui sortiront dans les prochains jours, slash semaines, etc. Bref, je suis bien occupé, je ne m'ennuie pas, 2026 a démarré, c'est merveilleux. Et bien moi je vous dis à très bientôt dans 48 heures avec Monsieur Alexandre Munoz. Bye bye et très bonne soirée. Bye bye. Oh là là, va falloir que je révise hein, pour les prochains lives.